Je vais demander à tout le monde de bien vouloir s'asseoir, s'il vous plaît. Je sais pas. Allez, je vais commencer, si vous le voulez bien, par l'appel des présents. Joël Mizrahi, Patrick Sabatier, Marie-Christine Cianarella, Frédéric Plagavaudan qui a donné procuration à Isabelle Lévy-Fanucci. Isabelle Lévy-Fanucci, Patrick Minéo, André Collin, Jean Tomaselli, Martine Chex, Serge Benica, Christian Lartaud, Marie-France Rosti qui a donné procuration à Patrick Minéo, Henri Carvin, Lionel de Cubert, Jacqueline Fabre, Bernard Croze, Marie-Claude Allary, Maurice Satias, Christophe Moulin, Emmanuel Girard-Tivillier qui a donné procuration à Laurent Castillo, Corinne Ranieri qui a donné procuration à Joël Mizrahi, Sandrine Frère qui a donné procuration à Christophe Moulin, Laurent Castillo, Stéphanie Gréco de Coningue, Émilie Partouche, Anthony Paget qui a donné procuration à Marie-Claude Allary, Anaïs Abrahamian qui a donné procuration à Serge Benica, Loïc Rousseau, Monsieur Jean Naya qui a donné procuration à Jacqueline Fabre, Madame Monique Robineau-Chélan qui est absente pour raison de santé, Monsieur Charles Dalmasso qui est absent aussi, Aurélie Trichot-Pirani qui a donné procuration à Madame Cianarella, Francine Larocca, Monsieur José Gonzalez. Merci d'avoir répondu à l'appel de votre nom. Le conseil municipal est réuni ce samedi matin dans la cour de l'école du Logis Neuf, conformément à l'engagement pris d'organiser une fois par an le conseil municipal estival dans l'un des noyaux villageois de notre commune. Comme vous vous en souvenez certainement, nous étions réunis en 2020 sur la place de l'église, dans le village, pour le conseil municipal d'installation, et l'été dernier, en juillet 2021, dans la cour de l'école de Valfleury, à Anco-de-Botte. Ce conseil municipal se réunit en présence du public, qui se trouve derrière moi et que je remercie pour sa présence. Et comme vous en avez pris l'habitude, vous pouvez également suivre ce conseil municipal en direct ou en différé sur la page Facebook de la commune ou sur le site allo.com pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. L'ordre du jour du conseil municipal est particulièrement dense car nous n'avons pas pu nous réunir en juin compte tenu de l'organisation des élections législatives. Et j'en profite pour adresser mes félicitations républicaines à José Gonzalez, membre de notre conseil municipal, qui a été élu député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône le 19 juin dernier. J'espère, Monsieur Gonzalez, que vous obtiendrez des résultats concrets pour notre territoire, que ce soit en faveur du commissariat de police nationale de Plan-de-Cuques, pour maintenir les dotations de l'État aux communes ou encore pour réformer la loi SRU. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, j'ai tenu à inviter le lieutenant du centre de secours des pompiers d'Allo et de Plan-de-Cuques, qui est à ma gauche, Monsieur Éric Maréchal, pour qu'il puisse nous rappeler les enjeux de cette saison estivale à haut risque, notamment sur le front du risque incendie. Vous savez qu'Allo jouit d'un patrimoine naturel exceptionnel, avec plus de 4000 hectares de collines que nous souhaitons préserver plus que tout. Or, il n'a échappé à personne qu'en raison de la sécheresse et des températures particulièrement élevées, que le risque est plus fort que jamais. Nous avons encore en mémoire les terribles incendies de 1997 et nous souhaitons tous éviter qu'un tel drame puisse un jour se reproduire. Pour cela, nous pouvons compter sur la mobilisation exceptionnelle des pompiers de notre département et plus particulièrement sur les femmes et les hommes de la caserne d'Allo Plan-de-Cuques qui se trouve à quelques centaines de mètres de là, au Logis Neuf. Je laisse la parole au lieutenant maréchal qui va nous rappeler quelques chiffres illustrant cette mobilisation exceptionnelle et quelques gestes de prudence à adopter pour limiter les risques. Je le remercie d'autant plus de sa présence qu'il est venu accompagné de quelques JSP. Ce sont les jeunes sapeurs-pompiers qui sont à formation dès leur adolescence. Ils sont derrière moi, on peut peut-être les applaudir. Accompagné par M. Auvel et par M. Loïc Torsia, qui est président de l'amicale des sapeurs-pompiers. Et je salue aussi les membres du conseil municipal jeune qui sont là avec leurs écharpes. Et on peut les applaudir aussi, s'il vous plaît. Et je laisse la parole désormais au lieutenant Éric Maréchal. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'accueillir au sein de votre conseil municipal. Et je vais vous faire un petit retour sur les chiffres. Non.
Sur les chiffres de l'année passée, quelques chiffres de cette année. L'année 2021 a été marquée par de nombreux feux de forêt. En Gironde, 290 hectares. Dans l'Indre, 120 hectares. En Charente-Maritime, 100 hectares. Et tout ça au mois d'avril. Le Var, cette même année, a été particulièrement touché. Gonfaron, plus de 700 hectares, qui a donné de très très grosses difficultés. On a même vu un phénomène qui était inédit en France, c'est un cumulus pyrotechnique. Un nuage qui se forme avec la fumée, qui propage son propre feu. C'est des choses qu'on voyait aux États-Unis. En Australie, on n'avait jamais vu ça en France. Les feux se déclenchent de plus en plus tôt. Donc vous aurez compris que le réchauffement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe. La preuve, c'est que vous voyez, dès début juin, on arrive à des températures qu'on voit habituellement plutôt au mois de juillet, au mois d'août, et il fait déjà très très chaud. En janvier 2022, plusieurs feux. Cuges-les-Pins, 2 hectares. Février 2022, Lançon de Provence, 3 hectares. En mars, Cassis, Aubaye, 2 hectares et 16 hectares. En mars. Le bilan climatique et l'état de sécheresse FDF feux de forêt en zone sud au 1er mai 2022 confirme un état de sécheresse très très inquiétant. On était fin juin, au 15 juin, avec un mois d'avance par rapport à ce qu'on peut constater d'habitude sur le test, l'état hydrique de tous les végétaux de nos collines. En début avril, la préfecture place les Bouches-du-Rhône en vigilance sécheresse. Fin avril, le bassin de l'Arc était placé en alerte sécheresse. Une sécheresse comparable à celle de juin en raison de recharge des nappes phréatiques de septembre à mars, qui fait apparaître un déficit de 30%. Donc vous l'aurez compris, on est dans une période où on est extrêmement sollicité. Là, vous avez vu, il y a eu un feu de 650 hectares sur le Gard. Alors, on n'est pas juste les pompiers des Bouches-du-Rhône, en fait. On travaille sur toute la zone sud. Il y a des renforts qui viennent de l'est de la France, de la région parisienne. L'été, ils viennent nous aider. Mais nous aussi, on va aider nos collègues parce qu'on a un devoir d'entraide entre nous. On est allé sur le feu du Gard avec, alors ça s'appelle une colonne, c'est une trentaine de bonhommes et des camions pour aider nos collègues du Gard. Voilà. Un petit retour sur la journée très très proche du 7 juillet. Là, quand il y avait du vent, là. Le 7 juillet, donc c'était jeudi. Je vais vous faire un petit rappel, vous allez voir. 51 départs de feu, le même jour. 11h30, Arles, 70 hectares, 4 maisons détruites, 4 endommagées, ainsi que 3 voitures en extérieur d'une concession. 11h30, 12h24, Aiguière, 1 hectare de brûlé. 15h51, le Puy-Saint-Tréparade, 4 hectares, la toiture d'un château endommagé. 16h08, Port-de-Bouc, 200 mètres carrés. 16h18, Martigues, 7 hectares de brûlés. 16h55, Istres, 8000 mètres carrés. 17h02, Saint-Victoré, 1 hectare. 19h27, Istres, 1 hectare. 19h42, Aix-les-Milles. 19h53, Mastibert, 1 hectare. 0h50, Saint-Mitre-les-Remparts, 50 hectares parcourus. Alors, on a le cocktail parfait pour que ça brûle. Il fait chaud, il y a la sécheresse et il y a du vent. Et je pense que toutes les mesures que vous avez prises, monsieur le maire, notamment sur le report du feu d'artifice, est une excellente mesure. Pour 2 raisons très simples. La première, ça serait dommage de mettre le feu à nos collines, elles sont si belles. Alors même si on est là, on est à côté, mais on ne sera peut-être pas forcément là. Parce qu'il suffit qu'on soit engagé ailleurs, même si on est à proximité. Si mes camions ils sont partis, et j'ai plus de bonhommes à mettre dans les camions, et ben, c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Et avec un délai plus ou moins important. Voilà, et c'est cette raison, donc ces 2 raisons-là, la sécheresse qui est très, très importante, et la deuxième raison, c'est qu'on est mobilisé de partout. Globalement, il faut savoir que sur les Bouches-du-Rhône, en temps normal, puisqu'il y a la saison feu de forêt, certes, mais il y a tout le risque courant qui demeure, néanmoins. Il y a toujours, malheureusement, des gens qui font des malaises, qui ont des accidents de voiture, qui ont des accidents de la vie, qui se blessent et autre chose. Donc, à peu près sur le département, on est à peu près 500 hommes de garde, postés comme nous, on peut l'être au sein du centre de secours. Et à ça, on ajoute tous les positionnements des camions que vous voyez, que si vous vous promenez un peu, vous allez voir des groupes d'intervention feu de forêt, d'accord, c'est des camions citernes feu de forêt. On a autant d'hommes sur place, 600. Ça fait que tous les jours, on est à peu près 1000 sur le terrain. En sachant que dans le SDIS des Bouches-du-Rhône, qui est un très gros SDIS, très très bien organisé, très parfaitement structuré, on est 6000. Vous voyez, ça fait 1/6 du total, tous les jours.
C'est énorme, énorme. Et après, on n'est que des hommes, hein. Et à un moment, il faut qu'on se repose, il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, voilà. Donc il faut faire, je pense, des rappels de prudence. Les premiers rappels de prudence, c'est surtout faites bien faire le débroussaillage, c'est très très important. Une maison parfaitement débroussaillée, elle ne brûlera pas. Si c'est une structure en dur, ça ne brûlera pas. Les flammes n'arriveront pas jusque-là. Les fumeurs, j'en suis un, je sais de quoi je parle, malheureusement. On ne jette pas les mégots par les fenêtres, parce que tous les départs de feu qu'on a sur les bords de route, ça c'est des mégots. Et un petit mégot, ça fait des dégâts. Éviter de faire des travaux agricoles dans ces périodes-là, et interdire l'accès au massif, ce qui me paraît tellement évident. On ne va pas s'amuser à aller dans le massif, se balader, parce que, on ne sait pas qui se promène dans le massif, et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et c'est tellement dangereux, c'est même dangereux pour nous après. Parce que s'il y a un feu et qu'il y a des gens qui se baladent dans la colline, il va falloir qu'on les récupère, ça nous génère plein de soucis. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et voilà, soyez prudents, si vous avez la possibilité de faire des campagnes de publicité, d'information, faites-le, c'est très très important. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci, et sachez qu'en complément de ce dispositif financé par le département, la commune a déployé son propre dispositif de prévention et de surveillance des massifs forestiers pour l'été, pour vous venir en aide. Ce dispositif est opérationnel jusqu'au 11 septembre au minimum. On évaluera la situation à ce moment-là. Et elle s'appuie sur d'importantes ressources. D'une, les vigies qui sont mis en place. Chaque jour, nous avons 18 renforts saisonniers qui se relaient dans les 2 vigies communales, à savoir Petite Tête Rouge et Notre-Dame-des-Anges, sachant que la vigie du Taoumé est assurée, elle, par les bénévoles du comité feu et forêt de la commune. Nous avons aussi le dispositif avec les patrouilles. Chaque jour, un véhicule 4x4 porteur d'eau du service de protection des collines et plusieurs porteurs d'eau du comité feu parcourent les zones périurbaines et boisées de la commune en prévention. Et lors des jours à risque élevé, les horaires de travail sont même décalés pour qu'ils puissent étendre leur surveillance la nuit. Et enfin, comme vous le rappeliez à l'instant, nous avons les points d'accueil et de sensibilisation du public. Tous les jours, entre 11h et 18h, nous avons 8 agents saisonniers qui sont positionnés aux 4 entrées principales de nos massifs, au Pénau, au Vallon de la Mandier, au Vallon de la Vache, au chemin Notre-Dame-des-Anges, pour surveiller et sensibiliser le public et leur rappeler les éventuelles interdictions d'accès au massif. Pour le mois de juillet et août, nous avons notamment 10 contractuels qui ont été recrutés grâce au soutien de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur via la garde forestière régionale. Pour information, parce que bien naturellement tout cela a un coût, sachez que ce dispositif s'élève à plus de 50 000 € pour l'été. C'est une charge qui est assumée notamment par la commune avec le soutien du département et de la région. Mais c'est le prix à payer pour faire face à cette situation, une situation qui nous a mené, comme vous l'avez évoqué, à prendre la décision avec Laurent Simon, mon homologue, maire de Plan-de-Cuques, de reporter le feu d'artifice du 14 juillet en raison des risques particulièrement élevés d'incendie et de l'impossibilité pour nos pompiers d'assurer la sécurité de ces événements dans l'ensemble des communes, tant leur mobilisation est importante par ailleurs, comme cela vient d'être rappelé. Cela ne nous empêchera pas néanmoins de célébrer la fête nationale grâce à un grand marché nocturne qui aura lieu le 14 juillet au soir dès 18h dans le village et au traditionnel bal populaire qui commencera à 21h30. Avant d'entamer l'ordre du jour officiel de ce conseil municipal, je vais pouvoir libérer le lieutenant maréchal qui nous a fait l'amitié de sa présence, sachant que son jour n'est pas un jour tout à fait comme les autres pour lui, parce qu'il coïncide avec son départ à la retraite. Pour avoir travaillé à vos côtés, cher lieutenant, je peux vous dire publiquement que vous êtes un homme aux qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Et que nous vous remercierons jamais assez pour l'engagement qui a été le vôtre avec vos hommes sur l'ensemble du territoire pour Allot et ses habitants. J'ai pu le mesurer au quotidien, comme lors de situations de crise exceptionnelles auxquelles nous avons eu à faire face ensemble, que ce soit au plus fort de la crise sanitaire du Covid, lors des inondations du 4 octobre 2021, ou plus récemment, lors de l'explosion d'un appartement dans la rue du Pilan, au cœur du village d'Allot. Au-delà de nos applaudissements du jour, auxquels vous aurez droit dans quelques instants, nous aurons l'occasion de vous remercier lors d'une cérémonie de départ officielle qui sera organisée au mois de janvier prochain. Et en attendant, vous avez sur votre place un petit pot de miel qui nous est offert gentiment par un apiculteur de notre commune qui est Michel Sabartès, parce que vous savez qu'au-delà de la présence bienveillante de nos pompiers, nos collines abritent aussi plus de 600 ruches dans nos massifs et vous veillez aussi quelque part sur elles. Donc c'est un petit clin d'œil, vous pourrez repartir avec le miel de nos collines sur lesquelles vous avez veillé pendant tant d'années. Voilà, et au nom de l'ensemble du conseil municipal et de la commune, on vous applaudit pour l'investissement qui a été le vôtre.
Monsieur Gonzalez, vous voulez prendre la parole? Oui, monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, bien sûr, je m'associe à l'hommage qui est rendu au lieutenant-colonel maréchal, au lieutenant-maréchal, excusez-moi. J'ai quelques difficultés avec les grades de l'armée, et pourtant j'ai fait mon service militaire en France, dans l'armée française. En fait, je voulais aussi, on peut associer nos remerciements à tous ceux qui travaillent dans nos collines pour la prévention des incendies, et même en particulier, je vais ajouter à nos amis chasseurs, parce qu'ils y participent aussi beaucoup. Monsieur le maire, vous avez précisé que l'ordre du jour était assez dense, cependant, il n'observe pas spécialement beaucoup d'observations ou d'opposition de notre part, parce que, et c'est tant mieux, parce que même si Madame Larocca a bien examiné le sujet, j'ai eu peu de temps à consacrer à l'examen de ce conseil, je l'avoue, ce qui m'amène à me poser la question d'ailleurs s'il ne faudra pas que je laisse la place à des jeunes pousses, bien sûr. Je n'ai pas encore décidé, mais sachez que de toute façon, quoi que je décide, je resterai ici à votre disposition, puisque je suis maintenant député. Je n'ai pas trop l'habitude d'être député, aussi bien à l'Assemblée quand on m'appelle Monsieur le Doyen, ou même encore Monsieur le Président, je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Alors en fait, je m'occuperai de la circonscription et de la commune en particulier, et avec deux maires amis dans cette circonscription, le maire de Plan-de-Cuc et vous-même, monsieur le maire, plus un conseiller général et moi-même, eh bien, je pense qu'on fera un excellent ménage à trois pour s'occuper de notre commune. Et vous l'avez précisé tout à l'heure, en ce qui concerne le commissariat de Plan-de-Cuc, j'ai déjà pris mes marques hier, parce que j'ai passé un petit peu plus d'une heure, parce que comme je suis aussi à la commission des armées de la défense, un petit peu plus d'une heure avec madame la préfète des Bouches-du-Rhône, et j'ai amené le sujet de notre commissariat. Ce sera apparemment assez difficile à ce niveau, parce que, me dit-on, il manque toujours d'effectifs et nous sommes dans des communes privilégiées, entre guillemets, je vais bien l'admettre, mais sur le terrain, c'est pas ce que l'on constate. Mais eh bien, j'irai un petit peu plus loin peut-être et j'interpellerai les ministres concernés. Voilà. Merci. Effectivement, c'est un combat que nous devons mener en commun. Je vais juste vous indiquer, on a eu une réunion de sécurité intercommunale avec les autorités préfectorales, les responsables de la police nationale, la procureure de la République qui avait fait spécialement le déplacement à Allot à notre demande, il y a de ça une semaine. Nous leur avons indiqué tous les problèmes de fonctionnement du quotidien de la police nationale qui vient des fois perturber l'investissement de nos agents de police municipale dont je veux saluer le travail au quotidien, particulièrement à Allot, c'est naturel, et également à Plan-de-Cuc qui a aussi renforcé ses effectifs. Et aujourd'hui, malheureusement, ça fait 2 ans que l'on réclame des moyens supplémentaires pour le commissariat de police nationale, qui ne fait plus de police secours, qui est devenu un bureau d'enregistrement des plaintes aux heures de bureau. Des fois, quand on prend rendez-vous pour déposer plainte, il y a un délai d'1 semaine, ce qui est malheureusement beaucoup trop long pour la prise en charge des victimes. Et la seule réponse qui nous a été opérée, c'est les chiffres de la délinquance sont en baisse sur votre territoire, donc quelque part, vous ne pouvez pas prétendre à ces effectifs. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Parce que si nous avons des résultats en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance, partout sur notre territoire d'Allot Plan-de-Cuc, qui représente quand même un bassin de population de plus de 35 000 habitants, c'est parce qu'il y a le travail de la police municipale au quotidien. Si nous retirions nos effectifs de police municipale du jour au lendemain, nous ne verrions quasiment aucun homme en tenue et en armes sur notre territoire, ce qui est malheureusement inadmissible. Donc, la prérogative de la sécurité, c'est celle de l'État. Elle doit l'assumer, donc nous le répéterons et nous le rappellerons aussi souvent que nécessaire pour obtenir ces renforts qui sont prépondérants. Au début des années 2000, il y avait une 50aine d'agents de police nationale sur notre territoire. Entre-temps, notre bassin de population n'a fait que s'accroître. Nous avons plus d'habitants aujourd'hui que ce qu'il y avait au début des années 2000 et pourtant les forces de police n'ont jamais été aussi peu nombreuses sur notre territoire. Donc nous aurons ce combat à mener. Ce sera un combat de longue haleine, mais pour la tranquillité publique de nos habitants, c'est un combat qui mérite d'être mené au-delà de toutes nos divergences sur le plan politique, uniquement pour servir l'intérêt général. Voilà, c'était une précision que je tenais à faire. Je vais libérer le lieutenant maréchal. Je pense qu'on peut à nouveau l'applaudir. Il va prendre place parmi le public. Et nous allons entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Merci. Merci à vous.
Donc j'ai procédé à l'appel nominal des élus et je déclare donc la séance ouverte et je propose la désignation de notre Benjamin de notre Assemblée, à savoir Loïc Rousseau, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On désigne Loïc Rousseau en tant que secrétaire de séance. Nous avons à aborder la question de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent qui s'était réuni le 19 mai 2022. Comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil municipal précédent qui est soumis pour avis à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu du conseil municipal précédent? Pas de remarques sur le procès-verbal. Je le soumets donc à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au premier volet qui fait un lien direct avec l'introduction qui nous a animés en ce début de séance. C'est le volet environnemental avec une délibération qui concerne l'acquisition de véhicules 4x4 pour améliorer la surveillance de nos massifs forestiers avec une demande de subvention auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je laisse Madame Isabelle Lévy-Fanucci, élue adjointe à la protection des collines et qui supplée à l'absence de Frédéric Plat, l'adjoint à l'environnement, qui va nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Monsieur le maire, nous avons donc 4000 hectares d'espace naturel et c'est pour ça qu'à nouveau, pour continuer à mener des actions de surveillance nécessaires dans nos collines, nous avons demandé la possibilité d'avoir une subvention pour acquérir un véhicule 4x4 de liaison pour un montant de 35 000 €. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver ce projet d'acquisition et de solliciter auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur l'attribution d'une subvention à hauteur de 80% du montant hors taxe du coût d'acquisition. La subvention sera donc de 28 000 €. Merci Isabelle Lévy. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet environnemental, les enjeux de transition énergétique avec l'acquisition de véhicules électriques. Vous savez que nous avons la volonté de remplacer progressivement, pour être une commune exemplaire, les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Et pour ça, nous demandons une subvention au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je laisse le soin à M. Christian Lartaud de nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le maire. En effet, dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, la commune souhaite aller au-delà de ses obligations relatives à l'incidence énergétique et environnementale des véhicules dont elle fait l'achat, en passant par tranches successives d'acquisition à une proposition significative de véhicules électriques d'ici 2025. Par lettre du 1er février 2019, la présidente du conseil départemental informait la commune de nouvelles orientations et de l'évolution de certains dispositifs de l'aide aux communes, et notamment dans le domaine de la transition énergétique, avec le financement à 70% des achats de véhicules électriques. À ce jour, notre commune dispose déjà de 13 véhicules électriques, 11 Zoé, une Twingo et un Kangoo. Ainsi, il est envisagé l'acquisition de 3 véhicules 2 places, sans permis. Comme vous l'imaginez, les petites voitures sans permis sont déjà à un coût réduit. Le prix moyen d'acquisition d'un véhicule de ce type, une fois le bonus écologique versé par l'État déduit, est de 7 200 € TTC, soit 6 000 € hors taxe, et 18 000 € hors taxe pour 3 véhicules. Il est également envisagé l'acquisition de 3 véhicules utilitaires. Le prix moyen d'acquisition d'un véhicule de ce type, une fois le bonus écologique versé par l'État déduit, est de 30 000 € TTC, soit 25 000 € hors taxe, et 75 000 € hors taxe pour les 3 véhicules. Le coût global d'acquisition pour les 6 véhicules électriques, une fois le bonus écologique versé par l'État déduit, est donc de 93 000 € hors taxe. Cette opération, entrant dans le cadre du dispositif de transition énergétique financé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il est proposé de solliciter l'octroi
d'une subvention de 70% du montant hors taxe du coût de l'opération, soit une subvention maximale de 65 000 euros 100. Resterait à charge pour la commune 27 000 euros 900, hors taxe. Merci pour ces précisions, Christian Lartaud. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet, Monsieur Gonzalez? Oui, merci Monsieur le maire. Une simple interrogation pour les véhicules sans permis. Ils seront mis à disposition des personnes qui ont déjà le permis de conduire, je suppose, parce que sinon, ça présente quand même un danger. Et j'espère que si ces véhicules sont mis à disposition de jeunes qui n'ont pas le permis de conduire, ils auront une formation, parce que c'est quand même un véhicule. Voilà. Et ça présente un danger pour eux et pour les autres usagers de la route. Simple remarque. Merci. Oui, Monsieur Gonzalez, oui, pour vous répondre, effectivement, ce seront des véhicules qui seront mis à disposition du personnel titulaire du permis de conduire. Et en fait, on a opté pour ce genre de véhicule parce qu'on s'est aperçu que les employés, des fois, avaient des déplacements de courte distance sur notre commune et ces véhicules s'y prêtaient à merveille. Voilà, merci pour ces précisions complémentaires. Je vais pouvoir remettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le même volet, c'est une déclinaison naturelle de la délibération précédente. Donc dans le plan de transition énergétique, nous souhaitons procéder à l'installation et au poste de bornes de recharge électrique supplémentaires. Là aussi, nous demandons une subvention du département. Et je laisse Christophe Moulin, l'élu au transport, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, ce qui est important dans la continuité de la délibération qu'a présenté Christian Lartaud, c'est créer bien entendu aussi des infrastructures pour inciter et valoriser et favoriser la transition énergétique et de fait aussi écologique. La délibération que je vous propose, c'est dans la continuité donc, de la délibération précédente, est envisagée pour le bon fonctionnement du parc automobile, l'acquisition de 12 bornes à charge lente et 6 bornes de recharge rapide, réparties en 6 sites différents sur le territoire communal. Le coût du développement de ces installations est estimé à 15 000 euros hors taxe. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter l'aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour cette opération au titre du dispositif transition énergétique, à hauteur de 70% du coût hors taxe, soit une subvention maximale de 10 500 euros. Voilà, Monsieur le maire. Merci Christophe Moulin pour cette présentation et on remarque d'autant plus votre présence aujourd'hui qu'un heureux événement vous attend cet après-midi parce que Monsieur Moulin sera un homme marié ce soir et donc je pense qu'on peut anticiper les félicitations parce qu'il n'y a aucune raison que sa chair et tendre le lui refuse cet après-midi. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, nous procédons au vote de cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le droit octroyé à la société de chasse La Laudienne de pouvoir opérer dans nos collines. C'est dans le cadre d'une convention qui est signée avec l'Office national des forêts. Je laisse M. Patrick Sabatier, qui est l'adjoint à l'urbanisme, mais qui a aussi la délégation de la chasse, de nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, il est proposé d'autoriser par convention l'exercice du droit de chasse sur un périmètre délimité du territoire forestier communal au profit de la société de chasse La Laudienne. La convention serait signée pour 3 ans. Nous arrivons à échéance des 3 ans au mois d'octobre. Donc, il est proposé de la re-signer à compter du 8 octobre 2022 sur une superficie de 801 hectares. Et je profite de l'occasion pour rebondir sur les propos de Monsieur le député, Monsieur Gonzalez. Cette convention est signée à titre gratuit, mais en contrepartie, les sociétés de chasse, La Laudienne et nous verrons après l'Arimade, s'engagent à des actions, en contrepartie, des actions de repeuplement, d'entretien, comme Monsieur le député l'a souligné, d'entretien des chemins, des sites particuliers de la commune, et c'est une action que je souhaite valoriser ici même, devant cette Assemblée, parce qu'elle est essentielle à l'entretien de nos collines. Et également,
in fine, de régulation des espèces. Voilà, monsieur le maire. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, les sociétés de chasse participent à l'entretien de nos espaces naturels, et notamment parce qu'on l'a rappelé en ouverture de ce conseil municipal, ils ont un rôle à jouer dans la prévention des incendies, parce qu'ils participent aux opérations également de débroussaillement et de nettoyage des espaces naturels. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est le même principe donc pour la signature d'une convention avec l'Office national des forêts et la société de chasse Larimade. Et c'est à nouveau M. Sabatier qui nous présente le rapport. Oh, mes chers collègues, c'est la même délibération, mais cette fois pour la société Larimade. Alors, pour ceux qui ne sont un peu profanes, Larimade le territoire de Larimade se situe principalement dans les collines qui se situent devant moi, du côté de Logineuf, et la Laudienne derrière le village, du côté de Tête-Rouge. Donc c'est la même convention, et cette fois pour 924 hectares. Merci beaucoup Patrick Sabatier pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous quittons le volet environnemental pour passer à celui de l'action sociale et de la solidarité, avec le travail colossal qui est effectué par le service du CCAS. Et là, nous allons adopter une subvention au CCAS. Et je laisse Madame Marie-Christine Cianarella nous faire un petit bilan d'activité, nous parler aussi de l'enjeu de la canicule pour les publics fragiles de la commune, avant d'évoquer la subvention complémentaire que nous votons en faveur du CCAS. Oui, bonjour à tous, chers collègues. Monsieur le maire, merci de me donner l'opportunité de faire un point d'étape sur l'action du CCAS et sur les avancées de notre politique sociale au service de nos administrés. Tout d'abord, comme je l'avais évoqué en juillet dernier, le CCAS poursuit assidûment sa restructuration avec comme objectif la remise à plat de toutes les procédures légales. L'une des actions majeures menées à ce jour a été la première réalisation de l'analyse des besoins sociaux, véritable photographie objective des situations sociales de la commune. À ce titre, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues, de l'équipe municipale, ainsi que leurs services qui ont contribué à sa réalisation. Nous avons, avec Corinne Daranieri, conduit plusieurs tables rondes, riches d'échanges et de propositions. Cette analyse des besoins sociaux, je vous la montre, elle est là, a permis d'alimenter plusieurs dossiers en cours, parmi lesquels le diagnostic local de sécurité et le projet éducatif local. Il aide enfin le CCAS à participer à la future convention territoriale globale menée conjointement avec la Caisse d'allocation familiale sur les communes d'Alloz et de Plan-de-Cuques. Le pôle handicap, plateforme d'accompagnement des publics les plus fragiles, pourrait représenter l'une des actions structurantes de cette convention territoriale globale. Nous avons développé de nouvelles permanences à destination des seniors, du soutien aux aidants, à l'expertise juridique et fiscale, et dès le 23 août prochain, la Caisse d'allocation familiale sera présente dans les murs du CCAS 2 fois par mois. Le CCAS a été réorganisé autour de 4 métiers complémentaires: l'aide sociale, le logement, le service social et le développement. Le service aide à la personne a accompagné en 2021 567 administrés pour près de 25 000 heures de prestations d'aide à domicile. En moyenne, 40 repas sont livrés tous les jours et plus de 80 personnes sont accompagnées pour faire leurs courses ou assurer leurs soins médicaux. Enfin, 197 contrats de téléassistance et de surveillance sont conclus. Une astreinte téléphonique de veille ainsi que des visites à domicile sont organisées et ce service est mobilisé et mobilisable pour assister les services de la ville lors des événements exceptionnels tels que les inondations ou encore l'explosion que nous avons malheureusement connue au cœur du village. Enfin, nous menons des campagnes de recrutement pour rechercher des aides à domicile et nous avons récemment mobilisé nos aînés pour compléter les équipes. Des avancées notables sur le sujet sensible du logement social ont été conduites cette année. Le CCAS entretient d'étroites relations avec les 8 bailleurs sociaux gestionnaires de 22 résidences présentes sur la commune, un travail partenarial avec les équipes de la métropole et une écoute active des services de la préfecture nous permet de mieux accompagner les candidatures allodiennes. Près de 50 commissions ont permis l'attribution à une grande majorité d'allodiens, parmi lesquels les plus prioritaires.
Chaque logement pour un dossier allodien est une victoire d'équipe pour le service social. Nous avons conscience des attentes, c'est pour cela que nous assistons personnellement, les élus, aux commissions logement. Je souhaite saluer le travail du service social qui assure l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires pour les aides dites facultatives. Nous sommes fiers au CCAS d'avoir créé sur Allo, grâce à l'aide de notre maire, une épicerie sociale pérenne grâce au soutien de Carrefour Market et plus récemment de Super U, complétée par une convention avec la Banque alimentaire. À ce jour, une centaine de familles bénéficient de ce service. L'épicerie sociale accompagne également une dizaine de familles ukrainiennes depuis le début du conflit. Enfin, le service développement du CCAS travaille sur tous les projets et la recherche de ressources complémentaires. Il conduit une action d'accompagnement des femmes avec la police, les bailleurs et l'aide aux victimes. Il travaille avec la Maison de l'Emploi pour orienter les bénéficiaires du RSA volontaire vers un retour sur l'emploi. Il assiste le collège pour déceler les plans d'action d'accompagnement des jeunes en difficulté et travaille pour rompre l'isolement de nos seniors à mobilité réduite. Dernièrement, une convention avec les Petits Frères des Pauvres a été actée en juin dernier avec le concours de bénévoles allodiens. Il construit également le projet d'établissement du CCAS, qui est une véritable feuille de route pour notre action pour les 5 prochaines années, qui sera présentée en conseil d'administration en septembre prochain. Le CCAS est désormais ouvert. Il travaille activement avec ses partenaires, l'Union départementale des CCAS, l'Union départementale des associations familiales l'UDAF et bien sûr le département et la CAF. Il collabore avec l'hôpital d'Allo et communique avec la CPTS qui regroupe les soignants de notre territoire. Ce nouveau partenariat permettra d'offrir des formations à nos aides à domicile et des ateliers seniors dès le mois d'octobre. Je remercie toute l'équipe du CCAS qui œuvre sans relâche et qui a permis de faire évoluer les métiers du CCAS. Il se veut plus ouvert et à l'écoute des besoins de notre territoire. Son action est désormais lisible et réactive dans une période où la vigilance de tous doit conduire notre action. Je terminerai en vous détaillant le plan canicule qui est activé depuis le 1er juin. Un registre de 200 inscrits a été ouvert et largement communiqué sur l'ensemble des supports de communication et aux professionnels de santé notamment. Des appels sont effectués tous les 2 jours pour répéter les consignes de protection. Des évaluations et des visites à domicile sont organisées, complétées par des contacts médicaux mis à disposition des familles si besoin. Bref, une vigilance indispensable pour sécuriser nos publics fragiles et leurs accompagnants. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie-Christine. Et donc là, l'objet de cette délibération, oui, c'est une subvention complémentaire. Je te laisse présenter le rapport. Oui, donc là, en ce qui concerne donc la délibération accordée au CCAS, voilà, il est rappelé à l'Assemblée que par une délibération du mois de janvier 2022, une subvention de 340 000 € a été accordée au CCAS et en raison des décisions gouvernementales, le CCAS doit répondre aux besoins supplémentaires engendrés par la hausse du SMIC et du point d'indice de la fonction publique. C'est pour cela qu'il est proposé à l'Assemblée d'affecter une seconde dotation au CCAS d'une hauteur de 30 000 €. Ainsi, la dotation globale CCAS s'élèverait pour 2022 à 370 000 €. Merci beaucoup pour ces précisions. Il était utile de rappeler effectivement tous ces enjeux. Un travail colossal a été mené depuis 2 ans avec Marie-Christine Cianarella, avec Corinne Ranieri, avec les membres du conseil d'administration du CCAS. Il y a notamment André Collin, Francine Larocca, je vois Georges Gallet de Santerre aussi, qui est présent avec nous ce matin, et d'autres qui œuvrent au quotidien au service des populations d'Allo qui en ont le plus besoin. Et le travail entamé déjà depuis plus de 2 ans est colossal et il se poursuivra selon les orientations qui nous ont été décrites à l'instant par Madame Cianarella. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération, la numéro 114, à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie associative avec une subvention aux associations sportives. Et le rapport nous est présenté par Madame Émilie Partouche, qui est l'élue au sport.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc effectivement, depuis le dernier conseil municipal et même les précédents depuis 2021, nous avons octroyé plusieurs subventions aux associations, aux multiples associations de la commune. Et là, effectivement, aujourd'hui, ça concerne les associations sportives parce que nous avons décidé de finalement proposer la demande de subventions aux associations, mais pendant la saison sportive. Donc c'est pour cela que nous votons un petit peu plus tard par rapport aux autres associations culturelles et multiples de la commune. Donc, compte tenu de notre volonté de soutenir le tissu associatif, bien sûr, en totalité, ainsi que leurs actions présentant un intérêt public local, il est proposé une nouvelle attribution de subventions pour un montant de 40 150 € suivant le tableau annexé. Donc, vous avez ce tableau-là avec un détail des associations sportives de la commune qui ont bien sûr fait la demande d'attribution pour cette saison. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Donc, l'ensemble des élus, des membres du conseil municipal ont le tableau. Donc, ça concerne toutes les disciplines. Le basket, la pétanque, les échecs. Donc, il y en a pour tous les publics, les arts martiaux, la boxe, l'association sportive du lycée et bien d'autres. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir la 116, qui concerne la modification du règlement de nos maisons de quartier. C'est Martine Schex, l'adjointe en charge de cette délégation, qui va nous faire la présentation, un petit bilan de l'activité des maisons de quartier, ainsi que les quelques enjeux de la modification de ce règlement intérieur. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier le personnel qui a fait un travail monumental pour redynamiser ces maisons de quartier, ainsi que le personnel sous la direction d'Éric Napoléoni, le directeur de la jeunesse. Je n'oublierai pas non plus le personnel de la jeunesse qui travaille pour d'autres structures, mais qui a quand même travaillé tout au long de l'année et qui nous a aidés aussi sur ces maisons de quartier. En fait, il est proposé là, afin d'uniformiser le fonctionnement de ces maisons de quartier, de le dynamiser, d'adopter un nouveau règlement. C'est-à-dire que... oui, pardon. En fait, nous avons essayé d'apporter... Nous avons envoyé un questionnaire à la population afin de dynamiser, de proposer à la population des activités qui les intéressent. Parce qu'en fait, les activités qui étaient en cours actuellement étaient là depuis de nombreuses années et n'intéressaient pas forcément tout le public concerné. Donc, effectivement, maintenant, donc, nous allons voter un nouveau règlement concernant tout d'abord la modification des modalités d'inscription. C'est-à-dire qu'il va y avoir, alors pas tout de suite, pas au mois d'octobre, mais à compter de janvier, la possibilité de s'inscrire par Internet, plutôt que d'aller s'inscrire directement dans les maisons de quartier. Les inscriptions seront quand même faites aussi pour les gens qui ne possèdent pas Internet et qui ne souhaitent pas s'inscrire par cette modalité, aller dans les maisons de quartier pour s'inscrire comme ils avaient l'habitude de le faire. D'autre part, chaque année, il faut noter que chaque année, un livret avec les nouvelles activités est édité. Ce livret contient donc tous les nouveaux horaires, toutes les nouvelles activités, et il sera prêt et envoyé durant l'été à tous les Allodiens. Ensuite, nous avons aussi la clôture des activités se feront le dernier vendredi de juin. En fait, si vous voulez, on essaie de coller aux vacances scolaires. C'est-à-dire que même si le dernier jour de juin est par exemple un mardi, les activités s'arrêteront le mardi. Voilà. Ensuite, il faut signaler aussi en modification, ça c'est pas modifié mais on le reprécise dans le règlement, c'est que les maisons de quartier seront fermées en juillet-août
et sont fermés aussi pendant les vacances scolaires de Noël. D'autre part, il est précisé aussi que sur les autres vacances scolaires, il y aura probablement une semaine sur les 2 semaines de vacances scolaires de fermeture, ces semaines de fermeture étant dédiées au stage pour certaines associations. Nous précisons aussi que à partir de cette année, nous aurons, déjà depuis l'année dernière, nous avons des associations sportives qui ont intégré les salles des maisons de quartier, comme la GVA. Ensuite, cette année, nous aurons de nouvelles activités associatives qui vont intégrer des activités. Alors, au niveau de nouvelles activités qui vont être proposées, je fais plus court, oui. Donc, nous aurons du chant, de la musique, du tai chi chuan, du cirque. Voilà, donc je ne vous donne pas le détail dans chaque maison de quartier. Hein, merci beaucoup, donc, Martine. Voilà. Effectivement, donc, travail aussi effectué dans les maisons de quartier. Vous savez que les maisons de quartier regroupent plus de 330 adhérents. Oui, donc ça veut dire qu'on a quand même une participation assez large de la population. Ils ne sont pas aussi nombreux que les seigneurs d'Elo, qui seront plus de 600 à la rentrée prochaine. C'est pas André Collin qui me dira le contraire. Mais nous avons une fréquentation en hausse de nos maisons de quartier après plusieurs années de diminution. Nous avons 3 maisons de quartier parce que leurs activités ont été regroupées autour de la Punch, du Logis Neuf et du village. Et donc, comme l'a dit Martine Schex, un ensemble de nouvelles activités après avoir pris le soin de consulter et de faire connaître les choix de ceux qui fréquentent les maisons de quartier. De nouvelles activités seront proposées qui participent à des enjeux de découverte, aussi bien sur le plan culturel, et il peut avoir du lien avec les activités sportives. Il y a aussi tout un ensemble de programmations qui seront possibles en soirée et le week-end, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, parce que maintenant, grâce aux services informatiques, l'accès à ces maisons de quartier se fera de manière informatisée, ce qui nous permettra d'agrandir les plages horaires d'accès à ces maisons de quartier, donc autant de bénéfices supplémentaires pour tous ceux qui le fréquentent et pour que chaque Allodien puisse profiter de l'ensemble des activités proposées, et vous aurez à les découvrir dans le guide qui sera distribué en fin d'été dans la perspective de la rentrée. Voilà. Si vous le permettez, monsieur le maire, je voudrais rajouter que nous restons à l'écoute des Allodiens pour éventuellement rajouter de nouvelles activités qui les intéresseraient. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet éducation. Et là aussi, il s'agit d'un soutien financier supplémentaire que nous fournissons à la Caisse des écoles. Et ça va donner l'occasion à Stéphanie Gréco de Coningue, qui est l'élue à l'éducation, de faire une petite synthèse de l'année scolaire écoulée et de se projeter pour la future rentrée scolaire qui réunira nos enfants dans nos écoles dès le 1er septembre prochain. En attendant, je leur souhaite de passer un bel été. Stéphanie. Oui, merci monsieur le maire. Alors attendez, hop, on m'entend là ? C'est bon ? Parle fort, ouais. Alors avant de vous faire un petit point sur nos écoles maternelles et élémentaires, j'en profite pour féliciter nos jeunes bacheliers qui ont obtenu après la 2e session un taux de réussite de près de 99%. Voilà, c'est notre première génération de bacheliers allodiens et je pense qu'on ne peut que les féliciter de cette belle réussite. Nous attendons les résultats du brevet, mais je ne doute pas que les résultats seront aussi d'un aussi bon niveau. Voilà. Pour ce qui concerne nos écoles maternelles et élémentaires, alors je vais essayer de faire court, mais il y a toujours beaucoup à dire sur les scolaires. Cette année a été riche tant sur un plan pédagogique et périscolaire que sur l'évolution des conditions sanitaires. En effet, depuis du mois de septembre 2021 à février 2022, nous étions encore dans une période Covid et toutes les contraintes sanitaires que cela imposait. À compter du mois de février 2022, la situation sanitaire s'étant améliorée, le protocole a été allégé pour le plus grand bonheur de tous. Néanmoins, certains directeurs ont préféré maintenir quelques aménagements. Nous avons malgré tout, à partir du mois de février 2022, pu intégrer quelques animations intercantines, parmi lesquelles les jeux d'échecs, les préventions santé et les chants provençaux. Concernant les effectifs, ce sont 2073 élèves qui étaient inscrits dans l'ensemble de nos écoles.
dont 1342 en élémentaire et 731 en maternelle. Nos 11 écoles regroupées en 6 groupes scolaires comptabilisaient 78 classes, 52 élémentaires, 26 maternelles. Avec l'ouverture en septembre 2021 d'une classe Ulysse à l'école du Logis Neuf et de 2 classes en élémentaire, un CE2 au Logis Neuf et un CE1 à la Punch. Ces nouvelles classes ont bien entendu fait l'objet de différents travaux, de différents aménagements pour permettre aux enfants et à leurs enseignants d'étudier dans les meilleures conditions. Le dispositif Ulysse intégré à l'école élémentaire du Logis Neuf reçoit depuis le mois de septembre 2021 10 élèves, 5 petits alaudiens, 4 enfants du 13e arrondissement de Marseille et un enfant de Plan-de-Cuc. La classe a été aménagée dans le local qui hébergeait auparavant la bibliothèque. Elle a été entièrement refaite, peinture, sol et climatisation. Des ateliers d'aide au développement cognitif financés par la municipalité ont appuyé tout le travail réalisé par l'enseignante. En fin d'année, lors du dernier conseil d'école qui s'est déroulé le 16 juin, l'enseignante a souligné les progrès de chacun de ses élèves et le succès de ce dispositif d'accompagnement sur notre commune. À la rentrée prochaine, la classe Ulysse accueillera 2 élèves de plus, soit 12 élèves, dont 6 petits alaudiens. La classe sera équipée d'un nouveau TBI, ce sont des tableaux numériques, permettant de travailler sur les nouveaux supports numériques. Pour la rentrée scolaire 2022, celle-ci s'annonce dynamique. 2112 élèves sont inscrits pour le mois de septembre, soit 39 enfants de plus. Nous bénéficierons donc de 2 nouvelles ouvertures de classe, une grande section maternelle au Logis Neuf et un élémentaire au Gonag. Nous aurons 80 classes réparties sur nos 6 groupes scolaires, soit 53 classes en élémentaire, 27 en maternelle et bien entendu le dispositif Ulysse. La volonté de la municipalité est de développer les animations durant le temps cantine dans tous les groupes scolaires. Nous travaillerons pendant tout le mois de juillet à finaliser l'intervention d'animateurs thématiques, mais aussi la participation d'associations alaudiennes sur les activités culturelles, activités de bien-être ou encore de découverte du provençal ou de l'anglais. Pour ce qui concerne les enfants bénéficiant d'un PAI, c'est-à-dire d'un projet d'accueil individualisé, la gestion de ces dossiers a été totalement revue. Dès le mois d'avril, chaque famille d'enfants concernés a été contactée afin de les accompagner dans le renouvellement des demandes et ainsi améliorer la prise en charge des enfants au plus tôt dès la rentrée scolaire. La saison estivale est aussi l'occasion de faire des travaux dans les écoles. Une dotation, un budget global de 460 000 € sera dédié à différents travaux. Sont concernés l'école d'Allo-Centre avec le renouvellement de la façade latérale, des façades latérales et la toiture du bâtiment principal. Pour l'école de la Punch élémentaire, réfection des sanitaires du préau, réfection des peintures des sous-bassements et des murs du bâtiment neuf. Quant à l'école Simone Charlet, les travaux de menuiserie débuteront en fin d'été, ainsi que le renforcement des contrôles d'accès et de la sécurisation des groupes scolaires. Comme chaque année, de petits travaux d'aménagement ou de peinture seront réalisés par la régie technique sur l'ensemble des écoles. En 2021, nous avons aussi fait le choix d'intégrer le projet France Relance École numérique. L'appel à projet a été déposé par la commune en 2021 et a été validé par l'Éducation nationale parmi 5 autres communes de l'académie. Les subventions ont été notifiées ce mois-ci. Le projet alaudien est de favoriser l'usage et l'apprentissage des fondamentaux au travers de l'outil numérique. Tous les élèves des classes de CM2 seront dotés dès la rentrée prochaine d'une tablette et de ressources numériques. Ce sera au total 320 tablettes qui seront donc fournies aux écoles. Toutes les écoles élémentaires seront équipées d'un espace numérique de travail, lieu d'échange et de partage des savoirs et de la vie scolaire. Progressivement, nous remplacerons les TBI par des ENI. Alors, pour parler un peu moins
Les TBI, ce sont des tableaux numériques dirigés par un ordinateur. Les ENI, ce sont tout simplement des tablettes géantes, tactiles, voilà, connectées. Donc 3 classes en seront dotées dès la rentrée prochaine et bien sûr, nous développerons ces aménagements aux autres classes au fur et à mesure. Pour l'année scolaire à venir, le projet phare de l'éducation et qui rassemble tous les services de la cuisine centrale, des cantines, du guichet famille et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet est testé sur une école pilote, qui est l'école élémentaire Pied-d'Autry, depuis le mois de février. Plusieurs points seront améliorés. Le bien-être des élèves à la cantine, la présentation des plats, l'animation visuelle dans les réfectoires, l'éducation au goût, l'adaptation des menus en rapport du goût des enfants, le tri des déchets au moment du débarrassage et le travail sur le recyclage et la gestion des filières de valorisation des déchets. Cette démarche sera élargie en collaboration avec la délégation de l'environnement. L'objectif est d'assurer le tri du papier et du carton dans toutes les écoles, d'engager le plan de végétalisation des cours d'école et de travailler surtout avec les enfants sur l'aménagement de leurs cours. Enfin, améliorer la qualité de l'air au travers d'animations mises en place par la métropole pour les classes qui le souhaitent. Par ailleurs, cette nouvelle rentrée marquera le lancement des études pour la création du nouveau groupe scolaire sur le secteur des embus. L'objectif étant de réaliser une école pilote qui fasse référence dans l'intégration urbaine et prépare nos enfants aux enjeux environnementaux. Pour conclure, et pour votre information, le séminaire de rentrée avec l'ensemble du personnel des écoles et de la restauration scolaire aura lieu le 30 août à la Bastide de Fontvieille. Et j'en profite pour tous les remercier pour leur engagement et pour la qualité de travail réalisée tout au long de l'année. Voilà. Merci. Pour le point sur les scolaires. Merci Stéphanie. Donc effectivement, des enjeux importants en matière d'éducation. Vous l'avez noté, 39 enfants de plus qui seront inscrits dans nos écoles à partir de la rentrée prochaine. 2 classes supplémentaires que nous avons obtenues de l'académie, une ici même en maternelle au Logis Neuf, une autre au Gonag. Et là, nous arrivons au bout de ce système d'ouverture de classe, ce qui rend d'autant plus incontournable la future création du groupe scolaire au niveau des embus pour permettre de diminuer le nombre d'enfants par classe, conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés et pour anticiper la dynamique en matière démographique de l'ensemble de notre territoire. Donc c'est un enjeu important et comme tu l'as souligné, Stéphanie, effectivement, nous pouvons nous féliciter du taux de réussite à quasiment de 100% de nos lycéens. Vous savez que c'est la première génération d'Allaudiens qui est bachelier sur la commune. Ils ont profité de l'ouverture du lycée sur la rentrée scolaire 2019-2020. Donc ils ont ouvert cet établissement et ils ont largement répondu aux objectifs. Personnellement, je leur avais fixé un objectif de 100%. Ils sont à 99%. Je pense qu'ils méritaient nos félicitations ce matin. Je te laisse présenter le rapport et je le soumets aux voix dans la foulée. Tout à fait. D'autant plus que, oui, c'est une génération, rappelons-le, qui a souffert de la crise sanitaire dans ces 3 dernières années au niveau de l'éducation. Donc, je pense que, voilà, ils sont vraiment très méritants. Bravo à eux. Concernant donc la délibération qui concerne une dotation sur la caisse des écoles, donc, pour rappel, une dotation de 180 000 € par délibération 2022-05 a déjà été accordée à la caisse des écoles en début d'année. Néanmoins, comme ma collègue Marie-Christine, les dernières décisions gouvernementales relatives à l'augmentation du SMIC et à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique entraînent des besoins supplémentaires. Nous proposons donc de compléter la dotation initiale par une dotation complémentaire de 10 000 € qui amènerait la dotation globale pour la caisse des écoles pour 2022 à hauteur de 190 000 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, la 118, qui concerne la subvention aux associations en lien avec l'éducation. Il s'agit du lycée et de l'APE d'Allocentre. C'est à nouveau Stéphanie Gréco de Conin qui nous en fait la présentation. Oui, tout à fait. Il s'agit de soutenir 2 associations voilà, en lien avec l'éducation. Donc la Maison des lycéens qui fait vraiment un travail extraordinaire et encore merci à eux parce que ce sont des jeunes très engagés.
et l'association de parents d'élèves d'Allo Centre qui œuvre toute l'année pour créer des événements pour nos enfants. Voilà, donc il s'agit d'une dotation de 2050 € au total, 1500 € pour la maison des lycéens et 550 € pour l'association de parents d'élèves d'Allo Centre. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet culture, avec la signature d'une convention avec l'association du futur musée Marcel Pagnol pour l'organisation du concours de nouvelles 2022-2023. Je laisse le soin à Jacqueline Fabre, élue à la culture, de nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors oui, il s'agit de la deuxième édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol, dont la première avait eu lieu l'année dernière et qui a remporté un vrai succès, puisque nous avions eu 254 nouvelles, donc une grande partie pour les adultes, mais aussi pour les adolescents, puisqu'on est en partenariat aussi avec le lycée Monte Cristo, et qui avait été la nouvelle jeune avait récompensé une jeune lycéenne de terminale. Et on en était vraiment très heureux. Donc c'est une deuxième édition. Bon, cette édition est faite aussi avec des partenaires, évidemment, dont la presse locale, mais aussi le Figaro, la presse nationale, le Figaro, qui nous soutient fortement sur ce projet. Alors, le concours de nouvelles Marcel Pagnol, qui s'est déroulé le 1er octobre 2021 au 15 janvier 2022, a connu un grand succès. Des nouvelles sont venues de tous les coins de France, ainsi qu'à l'international, comme par exemple du Liban. Ainsi, il est envisagé d'organiser une seconde édition du concours et de reconduire notre partenariat avec l'association Musée Marcel Pagnol. Ce concours débutera le 15 septembre et les écrivains auront 3 mois pour écrire jusqu'au 15 décembre. La remise des prix aura lieu le premier week-end de février, c'est-à-dire le 4 février. Je vous propose d'approuver la convention avec l'association Musée Marcel Pagnol. Alors, oui, messieurs, alors il y a effectivement des nouvelles qui nous arrivent des 4 coins du monde, mais il y a aussi des Allodiens qui peuvent participer. Ouais. Certains d'entre eux avaient été primés l'an dernier, donc j'espère que ils rééditeront cet exploit. Donc à vos plumes dans la perspective du 15 septembre. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération 120 qui concerne la convention de mise à disposition d'un fonds entre la ville et le fonds de dotation Marcel Pagnol. C'est à nouveau Jacqueline Fabre qui nous en fait la présentation. Il est rappelé à l'Assemblée que par une délibération du mois de mai, le Conseil municipal a approuvé la convention de mise à disposition d'un fonds entre la ville d'Allo et le fonds de dotation Marcel Pagnol. La convention ayant fait l'objet de précisions complémentaires, il convient de l'approuver à nouveau. Pour rappel, dès l'été 2020, des négociations ont été entreprises avec M. Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, afin de renforcer le lien qui lie l'œuvre de l'auteur et la commune d'Allo et d'envisager la création d'un musée au premier étage de l'usine électrique. Ainsi, une étude de faisabilité est en cours. Celle-ci nécessite le recensement et la qualification du fonds de dotation déjà détenu par la commune, ainsi que celui que possède la famille Pagnol. Il est ainsi proposé de convenir d'une convention de mise à disposition du fonds de dotation Marcel Pagnol à la commune pendant la période de préfiguration du musée, et ceci pour une durée de 3 ans. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir celle qui concerne une convention entre l'association Allo BD pour l'organisation du 6e festival de la bande dessinée qui aura lieu à l'automne. Et c'est Loïc Rousseau, le Benjamin de notre assemblée, qui nous fait la présentation du rapport. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, la commune organise un festival de bande dessinée à l'automne 2022 au gymnase Tomasi. Afin d'organiser cet événement, il est proposé de reconduire notre partenariat avec l'association Allo BD. Celle-ci prendra en charge l'organisation des rencontres et dédicaces avec une vingtaine d'auteurs sélectionnés en lien avec le responsable de la bibliothèque municipale d'Allo. La réalisation de l'affiche par l'auteur Alexis Nesme, des ateliers de dessin, des conférences et la décoration du gymnase sur le thème d'Halloween. Merci Loïc pour cette présentation. C'est un peu un retour aux sources pour toi parce que c'est l'école dans laquelle tu as étudié petit et tu es ici ce matin en tant que conseiller municipal. J'espère que tu mesures le chemin parcouru depuis ta plus tendre enfance. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération, Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne une demande de subvention dans le cadre de l'aide au développement de la pratique culturelle et artistique pour équiper à la fois en matériel et en mobilier la future médiathèque qui trouvera sa place au rez-de-chaussée de l'usine électrique. Je laisse Jacqueline Fabre, élue à la culture, nous en faire la présentation. Oui, c'est ça. Il s'agit de l'aménagement de la future médiathèque et qui ouvrira, je l'espère, si tout va bien, d'ici une petite année, au printemps prochain. La commune d'Allot a engagé une réhabilitation globale du site de l'ancienne usine électrique afin de créer un véritable pôle culturel, scientifique, artistique et sociétal. À cet effet, il est notamment envisagé l'aménagement d'une médiathèque, d'un espace de rencontre et de spectacle vivant, d'un espace d'exposition et d'un jardin biodiversifié. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter l'aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour cette opération au titre du dispositif d'aide au développement de la pratique culturelle et artistique à hauteur de 60% du coût hors taxe total de l'opération, soit une subvention maximale de 120 000 €. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours dans le volet culture, mais sur la partie travaux de proximité, la délibération 123 qui concerne la création d'une régie fixe et d'un espace de stockage au théâtre de nature qui fait l'objet d'une demande de subvention auprès du département. Je laisse le soin à M. Christian Lartaud, adjoint au service technique, de nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Compte tenu des nombreux événements organisés en son sein, et nous avons pu le constater lors du magnifique programme des estivales et la venue ce soir de Michel Jonas. C'est vrai. Mais le théâtre de nature ne réunit plus aujourd'hui les meilleures conditions d'accueil pour les prestations et les utilisateurs du site. En particulier, l'absence d'un lieu de stockage pour les artistes et les équipes techniques, ainsi que l'absence d'un espace couvert pour les régies techniques, oblige l'équipe municipale à développer des solutions ponctuelles qui engendrent des coûts de fonctionnement pour la commune. Il est donc proposé la création d'une régie technique couverte et la réalisation d'un espace permanent pour les artistes et leur équipe technique. Le montant estimé de ces travaux est de 85 000 € hors taxe, selon le plan de financement joint. Ces travaux, entrant dans le cadre du dispositif des travaux de proximité financés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 70% du montant hors taxe du coût de l'opération, dans la limite de 85 000 € hors taxe de travaux, soit une subvention maximale de 59 500 €. Merci Christian Lartaud. Là aussi, nous pourrons nous appuyer sur le soutien du département. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, nous procédons au vote de cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet tourisme. Et je vais laisser dans quelques instants la parole à Laurent Castillo, mais j'en profite avant ça pour vous présenter l'affiche de Monsieur Z de la commune d'Allot. Vous en voyez l'œuvre qui est juste derrière nous. Donc vous voyez cette affiche qui est à la vente à la Maison du Tourisme. Nous avons voulu valoriser la commune dans le cadre de ce partenariat avec ces artistes bien connus dont le design est très particulièrement apprécié. Et donc on peut retrouver le caractère provençal de notre commune dans le cadre d'un design néo-rétro. On y retrouve des éléments du patrimoine, à savoir la chapelle Notre-Dame du Château, l'église Saint-Sébastien, l'esplanade des Moulins et la vue sur l'ensemble de la rade marseillaise. Donc sachez que vous pouvez acquérir cette affiche au tarif de 12 € à la Maison du Tourisme, qui est ouverte aussi les week-ends durant toute la période estivale. N'hésitez pas à en profiter. Les ventes ont été très nombreuses dans le cadre du marché nocturne qui a eu lieu à la fin du mois de juin. Il y aura à nouveau un stand également dans le cadre du marché nocturne du 14 juillet. Bravo à toutes les équipes d'avoir procédé à la création de cette affiche qui rencontre déjà un franc succès. Laurent Castillo va nous dévoiler une convention avec Provence Tourisme pour l'organisation d'un événement qui est prévu cet été sur notre commune. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc c'est fier que je vais vous présenter cette délibération. Fier parce que ça a été un long travail d'obtenir une date dans le cadre de ces dîners insolites. Sachez que depuis quelques années, donc le Provence Tourisme
avec Provence Gastronomie, organise entre le 1er juillet et le 31 juillet 2022, là, pour le cas, dans de nombreuses communes du territoire, une vingtaine de dîners insolites. Donc ces dîners insolites, c'est quoi? C'est la mise en valeur de notre patrimoine, à la fois environnemental, mais aussi gastronomique. Donc c'est avec plaisir que je vous annonce que la commune d'Allot accueillera un de ces dîners insolites le dimanche 17 juillet 2022, avec le chef de la Quinta Antonio Antoni, de 19h30 à 22h30 sur le site de la propriété Luc, situé sur le domaine départemental de Pichoris. Celui-ci a servi de lieu de tournage au dernier volet de la trilogie de Marcel Pagnol, Le Temps des Secrets. Donc il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la convention de mise à disposition de la propriété Luc pour l'organisation de ce dîner insolite le dimanche 17 juillet 2022. Juste pour information, donc les billets ont été mis en vente le 2 juin de cette année et en moins de 3 heures, les 140 places ont trouvé acquéreur. Donc je tenais aussi à remercier les équipes qui ont travaillé ensemble, à savoir la Maison du Tourisme grâce à Sophie Liffaut et l'environnement grâce à M. Mandolia pour l'organisation de cet événement qui va mettre en valeur notre beau patrimoine culturel et culinaire. Merci pour cette présentation. Le seul défaut, effectivement, c'est que c'est déjà complet, ce qui est bon. Mais bon, on est victime de notre succès, on ne peut pas faire différemment. Effectivement, en quelques heures, l'ensemble des places sont trouvées preneurs sur le site de My Provence Tourisme. Et donc, ça permettra à un certain nombre de personnalités ou d'habitants de notre département de découvrir ce site fabuleux qui est au cœur de nos collines. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sécurité avec la délibération 125 qui concerne la signature d'une convention de raccordement électrique pour l'installation d'une caméra de vidéo supplémentaire sur la route des 4 saisons. Je laisse le soin à M. Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, de nous en présenter le rapport. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Effectivement, c'est une caméra parmi tant d'autres, puisque nous continuons dans notre projet de développer nos caméras sur l'ensemble du territoire communal. Cette année, plus de 30 ou 40 caméras sont déjà installées ou en cours d'installation, dans l'ensemble, bien sûr, dans toutes les zones des différents quartiers. Je remercie aussi l'ensemble du service de la police municipale et de nos opérateurs vidéo qui font un travail, je dirais, dans l'ombre, puisque derrière les caméras, ils nous permettent de repérer, de retrouver, d'interpeller les auteurs d'actes délictueux pour nous et ce qui sert dans l'ensemble des enquêtes en cours auprès de la police nationale. Voilà, c'est important de le souligner, puisque le CSU, aujourd'hui, grâce à vous, monsieur le maire, et à nous, notre travail, il est ouvert jusqu'à très tard dans la nuit, et ça, il faut savoir que c'est une aide importante tous les jours. Donc là, pour celle-ci, pour la faire fonctionner, donc, nous avons renforcé la route des 4 saisons, le secteur du chemin de la Craie, du Carlevent, du haut de Carlevent. On a besoin d'énergie, hein, et on a fait donc cette convention, donc je veux la lire, afin de renforcer la sécurité sur la route des 4 saisons qui couvrira le secteur du chemin de la Craie. Il est envisagé l'installation de caméras de vidéoprotection. À cette fin, il est proposé à l'Assemblée d'approuver une convention de raccordement électrique du dispositif de caméra de vidéoprotection avec la société Allopark et la société Aldis. Merci Patrick. Effectivement, tu as bien fait de rappeler que le déploiement du réseau de caméras se poursuit sur la commune. Nous avons 24 nouvelles caméras qui seront installées encore d'ici au 24 septembre. 4 le seront dès le mois de juillet. Une supplémentaire sur l'esplanade des Moulins, au niveau du Belvédère, là où il y a des rassemblements nocturnes le soir qui peuvent occasionner des nuisances. Donc nous avons répondu à la demande des riverains et nous installerons cette caméra de vidéoprotection dans le courant du mois. Pareil au niveau du parking des Toits de la Punche, au niveau du parc pour enfants et du Boulodrome, qui est là aussi un point sensible en période estivale. Et donc nous rassurerons et nous émettrons cet élément de sécurité supplémentaire en place dans le courant du mois. La route des 4 saisons, tu viens d'en parler Patrick, et on remercie effectivement le centre commercial qui a vu le jour à proximité de nous permettre ce raccordement pour installer cette caméra là où on a le plus besoin. Et il y aura aussi l'installation dans le courant du mois d'une caméra sur le chemin de Barbaro, à l'angle du chemin de Montespain, ce qui permettra de sécuriser un peu plus aussi ce secteur, au-delà du travail et des nombreuses patrouilles effectuées quotidiennement, en journée comme en soirée, par les équipes de la police municipale. Il faut le souligner, si nous avons des résultats en matière de sécurité, c'est grâce à leur investissement.
tout n'est pas encore réglé, hein. Nous avons encore à améliorer notre dispositif, mais il réalise au quotidien un travail colossal qui permet de maintenir la tranquillité sur le territoire communal, ce à quoi nous sommes tous très attachés. Est-ce qu'il y a des demandes? Oui, Patrick. Oui, je veux rajouter que cette semaine, on a pris la décision avec vous, monsieur le maire, de renforcer la sécurité de Notre-Dame du Château, hein, qui a connu dimanche dernier donc, un incendie. Et il est prévu de rajouter très rapidement une caméra nomade pour surveiller notre joyau. Hein, et voilà, donc je veux vous rassurer, nous allons protéger encore plus hein, par l'achat de caméras nomades qu'on pourra déplacer en fonction de la délinquance, quelle que soit la délinquance, parce que là, bon, nous avons été victimes d'une agression dans notre propre domaine même. Voilà, donc dans quelques jours, hein, je rejoindrai donc les services techniques, cette caméra nomade sera installée, monsieur le maire. Oui, Patrick Filnéo fait référence effectivement à un départ de feu qui a pris dans la nuit de samedi à dimanche dernier à proximité de Notre-Dame du Château à cause de jeunes qui jouaient avec des pétards. Et donc c'est irresponsable. Le lieutenant maréchal nous a rappelé en ouverture de ce conseil municipal qu'il fallait être d'une vigilance extrême compte tenu de l'état de sécheresse de nos massifs. Donc grâce à l'intervention des pompiers, le feu a été circonscrit rapidement. Et pour éviter ce type de phénomène et pour assurer les riverains aussi de Notre-Dame du Château et l'association, une caméra nomade sera installée très prochainement pour mieux surveiller les accès sur la colline qui surplombe le village. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. La 125, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines avec la délibération numéro 126 qui concerne l'autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Je laisse le soin à Madame Joëlle Mizrahi, première adjointe, de nous faire la présentation de ce rapport. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Tout d'abord, qu'il me soit permis, si vous le permettez, Monsieur le maire, de féliciter l'ensemble du personnel municipal pour leur activité professionnelle qu'ils effectuent avec brio. Et je tiens à leur souhaiter de passer de bonnes vacances bien méritées. Voilà. Donc je vais passer à la délibération. Dans l'attente de remplacement par le recrutement de fonctionnaires des agents partis soit à la retraite, soit dans le cadre d'une mutation ou une fin de contrat, certains services municipaux peuvent avoir temporairement besoin de renforts supplémentaires en effectifs et compétences dans le cadre d'une augmentation de leur activité. Afin de répondre à cette problématique, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L.332,23 du Code général de la fonction publique. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des accroissements temporaires d'activité dans les conditions fixées par l'article L.332-23 du Code général de la fonction publique, selon le détail repris dans la délibération. Merci Joëlle Mizrahi. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet financier avec la délibération 127 qui concerne le budget supplémentaire de la commune pour l'exercice 2022 qui est en cours. Avant de passer la parole à Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, je vais vous rappeler les quelques principes clés de ce budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire qui vous est soumis répond à 3 objectifs. Le premier, c'est d'intégrer les rapports de crédit qui ont été constatés à l'occasion de l'arrêté des comptes 2021. Concrètement, ces reports correspondent à des budgets qui ont été votés et engagés sur l'exercice 2021, mais qui n'ont pas pu être facturés dans l'année concernée. Cela correspond à 7,2 millions d'euros de crédits en dépenses et à 4,6 millions d'euros de crédits en recettes. En dépenses, vous retrouvez les crédits qui ont bien été prévus budgétairement sur 2021, mais qui donneront lieu à facturation en 2022.
Les 4,6 millions de recettes reportées correspondent à des subventions obtenues auprès de nos différents partenaires, mais pas encore versées à la ville, ce qui sera le cas très prochainement. Je vous rappelle qu'en 2021, nos partenaires institutionnels ont répondu favorablement à de nombreux projets que nous leur avons soumis. Le total des attributions s'est élevé ainsi à plus de 8,3 millions d'euros, 10 fois plus qu'en 2020, faut-il le rappeler, et bien plus encore qu'en 2019, où ce montant était de 578 000 euros. Cela nous permet donc d'inscrire un certain nombre de recettes pour financer nos grands projets structurants. Donc on en a évoqué quelques-uns dans ce conseil municipal depuis son ouverture. Et ils seront financés par des aides extérieures qui peuvent atteindre jusqu'à 70 à 80% du coût total des opérations concernées. Le deuxième objectif de ce budget supplémentaire, c'est de reprendre le résultat de l'exercice précédent, en particulier le résultat de fonctionnement qui est reporté et qui correspond à 3,7 millions d'euros, c'est-à-dire qui peut être affecté à la réalisation de nouveaux projets ou à de nouvelles dépenses. Nous bénéficions de ce titre de l'amélioration de notre structure budgétaire, rendue possible par des économies de gestion que nous avons engagées depuis 2 ans. Je vous rappelle que les résultats votés à l'occasion du compte administratif 2021 nous ont permis de constater que le taux d'épargne brute de la commune était passé de 7,1% en 2020 à 9,6% en 2021. Il s'agit du taux d'épargne le plus élevé des 5 dernières années. Cet indicateur est important puisqu'il représente la capacité que nous avons à autofinancer nos grands projets d'équipement et il traduit aussi l'amélioration de nos marges de manœuvre dont nous allons avoir besoin compte tenu du contexte inflationniste que nous connaissons. Et enfin, le troisième objectif de ce budget supplémentaire, c'est d'ajuster les recettes et les dépenses arrêtées à l'occasion du budget primitif que nous avions adopté, vous vous en souvenez, dès le mois de janvier. Ces ajustements sont légèrement supérieurs à ceux des années précédentes, comme nous l'avons évoqué, en raison du contexte économique mondial qui est pénalisé notamment par la crise sanitaire et qui a été ensuite aggravé par la crise géopolitique avec le conflit ukrainien que nous connaissons et qui est engagé depuis le 24 février 2022. Ce contexte a favorisé l'inflation qui impacte donc les prévisions budgétaires qui étaient les nôtres. Au-delà du coût des énergies, la hausse générale des prix se fait sentir sur tous les postes de dépenses de la commune, comme c'est le cas pour tous les administrés. En réponse à cette inflation, le gouvernement a en plus acté une série de mesures dont nous aurons à assumer seuls les financements. L'augmentation minimum du traitement de la fonction publique pour la revalorisation du SMIC qui s'est opérée au 1er mai 2022, plus 2,65% d'augmentation. La revalorisation indiciaire au 1er mai 2022 pour les salaires les plus bas. La revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2022 pour l'ensemble des agents, donc qu'ils soient municipaux, mais aussi l'ensemble des agents de la fonction publique, plus 3,5%. Et enfin, la prime inflation 2022 qui représente une somme de 40 000 euros. Donc le contexte mondial et international pèsera encore pour les années à venir sur le budget des collectivités. À nous de l'anticiper. Cette pression a amené de nombreuses communes à augmenter les impôts dès l'exercice 2022. Je citerai par exemple l'exemple de Marseille qui a augmenté son imposition de 14%. Vous savez que nous, on s'y refuse. Et donc nous trouverons des solutions pour continuer à mener nos projets sans augmenter l'impôt des Alaudiens. Nous avons mis à baisser en 2021 de 1% de manière symbolique le taux de la taxe foncière qui est le seul levier en matière d'imposition qui reste à la disposition des communes. En ce qui concerne nos résultats, nous avons réussi à stabiliser donc ces taux et nous poursuivrons notre politique de gestion rigoureuse qui doit nous permettre d'intégrer l'impact de cette crise économique tout en continuant d'améliorer la qualité du service public rendu aux Alaudiens sans obérer leur pouvoir d'achat parce qu'ils ont bien entendu eux aussi à faire face à la hausse des prix que nous subissons tous. Voilà les quelques enjeux prioritaires que je voulais dévoiler. Je vais laisser le soin à M. Tomaselli, qui est l'adjoint délégué aux finances, de nous donner quelques détails chiffrés sur ce budget supplémentaire 2022. Merci Monsieur le maire. Donc, chacun des élus a reçu la maquette budgétaire associée au projet de budget supplémentaire qui vous est soumis. Alors, en ce qui concerne les dépenses de gestion, vous constaterez en effet que l'impact des ajustements proposés est de 2 071 000 euros, soit une évolution d'environ 8,8% par rapport au budget primitif, et ce pour intégrer les mesures imposées par le gouvernement. Ainsi, parmi ces dépenses de gestion, les crédits dévolus au fonctionnement des services augmentent de 540 000 euros, soit un peu moins de 10%. C'est dans ce chapitre de dépenses que nous retrouvons notamment les crédits nécessaires pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, donc plus 127 000 euros pour l'électricité et plus 18 000 euros pour le carburant. Nous retrouvons ici également un certain nombre de postes de dépenses impactés directement par la hausse des prix. Donc vous savez également que les marchés que nous passons prévoient des clauses de révision de prix sur la base de l'évolution de l'indice des prix et que nous avons donc à ajuster nos prévisions pour faire face à ces révisions.
À titre principal, il nous faut par exemple rajouter 50 000 € au titre des denrées alimentaires pour la cantine des écoles. C'est dans ce chapitre également de dépenses que nous avons à prendre en compte les coûts de mise en sécurité de la rue du Pilon après l'explosion donc survenue le 2 mai dernier. Il y en a environ pour 120 000 €. Nous aurons bien entendu un remboursement de la part des assurances et nous avons inscrit donc une recette prévisionnelle équivalente et les frais éventuels qui pourraient rester à notre charge ont fait l'objet d'une demande de subvention exceptionnelle auprès de la préfecture à l'occasion du dernier conseil municipal. Enfin, les ajustements des subventions de 30 000 € pour le CCAS et de 10 000 € pour la Caisse des écoles permettront également à ces établissements de faire face aux mesures gouvernementales qui impactent la masse salariale et que nous avons à assumer financièrement. En ce qui concerne les recettes de gestion, vous noterez quelques petits ajustements par rapport à nos prévisions qui conduisent à l'inscription de 320 000 € de recettes supplémentaires environ et à titre principal, la dotation forfaitaire est supérieure d'environ 100 000 € à nos prévisions. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, comme vous l'a expliqué Monsieur le maire, vous retrouverez à la fois les reports de 2021 qui seront réalisés en 2022 pour un montant d'un peu plus de 7,2 millions d'euros, mais aussi 3,2 millions d'euros de crédits supplémentaires. Donc, parmi ces crédits supplémentaires, 800 000 € concernent l'acquisition de terrain. Il s'agit d'une part d'un complément pour le foncier du futur groupe scolaire des Embus, que vous avez évoqué tout à l'heure, donc Monsieur le maire, et d'autre part des 500 000 € nécessaires à l'acquisition du terrain de l'antenne pour lequel nous avons délibéré au dernier conseil et donc pour lequel nous percevons en contrepartie un loyer d'environ 50 000 € par an. Vous noterez aussi des crédits supplémentaires pour les opérations pluriannuelles que nous aurons à voter donc dans ce conseil. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, c'est les lignes en jaune. Il s'agit environ donc de 500 000 € dont nous ferons le détail tout à l'heure. Enfin, vous noterez 770 000 € de crédits pour la réalisation de travaux de proximité. Donc je précise que cela correspond donc à plusieurs opérations de 85 000 € subventionnées à hauteur de 70% par le département. En globalité, dans le budget total de la commune, après ce budget supplémentaire, s'élève à 31,3 millions d'euros en fonctionnement et 17,5 millions d'euros en investissement. Pour reprendre les propos de Monsieur le maire, nous avons réussi dans le cadre de ce budget supplémentaire à absorber les effets de la crise grâce aux marges de manœuvre que nous avons dégagées depuis 2 ans et grâce aux nombreuses subventions que nous avons obtenues de nos partenaires financiers, vous l'évoquiez tout à l'heure, multipliées par 10 entre 2020 et 2021. Malgré tout, donc, il nous faudra continuer sur cette voie car le contexte inflationniste va perdurer et nous aurons encore à assumer une hausse de nos charges dans les années qui viennent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que le budget se vote par chapitre. Merci pour tous ces éléments de précision. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Voilà. Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le budget supplémentaire qui est lié au budget annexe des cimetières, toujours pour l'exercice 2022. C'est à nouveau Jean-Thomas Zélie, l'adjoint aux finances, qui nous en fait la présentation. Donc ça sera plus succinct. Donc il est rappelé que le budget des services extérieurs des cimetières donc, est un budget à caractère commercial et qu'à ce titre, les recettes prévues doivent équilibrer les dépenses. Ce budget annexe a été mis en place à compter de l'exercice 1998 pour retracer essentiellement les dépenses et les recettes relatives à la construction et à la revente de caveaux. Le budget a été inactif en 2021 et dans le cadre de ce budget supplémentaire, il convient uniquement de reprendre l'excédent reporté d'investissement qui subsiste depuis des années et qui s'élève à 260,18 €. Voilà. C'est 206 €, pardon, non 278 centimes. Sont affectés au chapitre 21 dans le cadre des futurs travaux de création de caveaux qui débuteront prochainement. Merci pour ces précisions. Effectivement, donc 40 caveaux supplémentaires qui seront créés et pour lesquels nous avons mis un budget de 400 000 € parce que c'est une demande régulière des habitants de la commune et c'est bien légitime de pouvoir y répondre. Donc je vous rappelle que ça se vote par chapitre, donc je demande à chaque conseiller municipal de bien cocher toutes les cases qui sont dans le tableau que vous avez sur vos tables. Je soumets donc l'annexe des cimetières à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir la 129, qui concerne la modification des autorisations de programme pour l'exercice qui est en cours. Et je laisse le soin à nouveau à M. Thomas Zélie de nous en faire la présentation. Effectivement, cette délibération donc, concerne une modification des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement d'opérations pluriannuelles.
Les crédits de paiement constituent pour leur part la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des dépenses contractées dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Donc aujourd'hui, il est proposé d'ajuster cette programmation. Donc les modifications proposées consisteraient donc la modification d'autorisation de programme suivante pour la rénovation des façades plus 100 000 euros. Et en deuxième point, l'inscription de crédits de paiement 2022 supplémentaires au titre des opérations suivantes. Donc la rénovation des façades, il y a 100 000 euros. La cuisine centrale, 100 000 euros. Rénovation des bâtiments communaux et amélioration des installations thermiques, 121 750 euros. Création d'un poste de centrale de police municipale, 28 698 euros. Création d'un espace culturel à l'usine électrique, 43 736 euros. Restructuration du théâtre de nature, 20 000 euros. Restructuration du groupe scolaire Louis Nivière, 30 000 euros. Réhabilitation de la Bastille de Fontvieille, un espace culturel, 30 000 euros. Et restructuration du complexe sportif Jacques Gaillard pour 30 000 euros. Merci pour ces présentations. Donc on voit que l'ensemble de nos noyaux villageois sont concernés par ces crédits. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette autorisation de programme à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, la 130, qui concerne la création de la commission consultative des services publics locaux avec la désignation de ses membres. Je laisse le soin là aussi à Jean Tomaselli, l'adjoint aux finances, de nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, création de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. dont la commission consultative des services publics locaux est une instance consultative donc déployée par la collectivité. Celle-ci a vocation d'associer les usagers à la gestion de ces services. Cette instance est également consultée pour avis par le conseil municipal sur tout projet de délégation de services publics, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière ou tout projet de partenariat. Donc il est proposé au conseil municipal d'élire des membres de son assemblée au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants afin de siéger à la CCSPL selon la représentation proportionnelle. De même, il est proposé au conseil municipal de désigner 5 présidents de structure afin de siéger à la CCSPL. Donc le président de l'association du comité des fêtes, loisirs, culturalo ou son représentant, le président de l'association du syndicat d'initiative ou son représentant, le président de l'association de mémoire d'argile ou son représentant, le président de l'association du Lions Club ou son représentant et le président de l'association des commerçants de Fontvieille ou son représentant. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Et donc, comme vous l'avez dit, donc nous avons des associations qui siégeront de cette commission. Cette commission, elle aura pour but concrètement, quand on aura des délégations de services publics à mettre en place, à se réunir et à donner un avis qui est consultatif, mais sur lequel, du coup, les membres de la commission pourront auditionner, réfléchir, travailler, étudier pour faire les meilleures positions possibles, sachant que les délibérations seront naturellement adoptées dans ce conseil municipal. Concernant donc les associations, le descriptif vous en a été fait par monsieur Tomaselli. Et donc pour les 5 élus, je vous propose les noms suivants, sachant qu'il faut 5 titulaires et 5 suppléants. Et pour respecter la représentativité de notre assemblée, il y a 4 membres de la majorité et un membre du principal groupe quand on fait la proportionnelle, donc du groupe qui est représenté en l'occurrence par madame Aurélie Trichot-Pirani. Donc en titulaire, je vous propose Serge Bénica, Laurent Castillo, Jacqueline Fabre, Emmanuel Girard-Tibillier et Aurélie Trichot-Pirani. Et en suppléant, Martine Chex, Anaïs Abrahamian, Maurice Attias, Christian Lartaud et Jean Naya. Si ça convient à tout le monde, je vous propose de procéder à un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous pouvons passer à la délibération suivante qui concerne la revitalisation de nos noyaux villageois avec l'institution d'une taxe sur les friches commerciales pour essayer de redynamiser le tissu des petits commerces de notre commune. Je laisse le soin à monsieur Serge Bénica, l'élu chargé de l'économie locale, de nous en faire la présentation. Merci monsieur le maire. Mes chers collègues, mes chers concitoyens derrière leur écran, je vous dis bonjour. Et ça fait plaisir que vous êtes levés aussi tôt pour nous regarder. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, on commence. La taxe sur les fiches commerciales est une taxe qui s'applique aux propriétaires fonciers de friches commerciales. Elle permet d'inciter les propriétaires locaux vacants et d'y favoriser le retour de l'activité. Cette taxe s'applique aux locaux commerciaux qui ne sont plus soumis à la cotisation foncière des entreprises depuis 2 ans. Et sont restés inoccupés pendant cette période. La TFC
n'est pas due lorsque l'absence de l'exploitation des biens est indépendante et de la volonté du propriétaire. Le montant de la TFC est égal au produit de l'assiette par les taux d'imposition correspondants, majoré des frais de gestion et de fiscalité directe locale de 8% perçus par l'État. Les collectivités locales peuvent décider d'augmenter les taux sous réserve de ne pas dépasser le double du montant fixé, soit au maximum des taux de 20%, 30% et 40%. Afin d'établir les impositions, la collectivité bénéficiaire doit communiquer chaque année à l'administration fiscale, avant le 1er octobre, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'instituer une taxe sur les friches commerciales et fixer cette taxe de manière suivante: 20% la première année d'imposition, 30% la deuxième année d'imposition et 40% la troisième année d'imposition. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, merci Monsieur le maire. Alors en fait, nous avons bien compris l'intention louable de cette délibération qui est pour inciter les propriétaires à louer, à faire occuper leurs locaux, mais nous pensons quand même que c'est une arme à double tranchant parce que nous n'avons pas la même mise sur la destination des personnes qui vont louer. C'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir sur cette délibération. J'ai pas compris. Quel est le sens de votre abstention? L'abstention, c'est que nous ne sommes pas maîtres de la destination. Ces propriétaires vont louer, mais vont louer, ce sont des locaux commerciaux, je suppose. Et quels commerces vont-ils installer dans ces locaux? Nous n'avons pas la main, nous n'avons pas le droit de leur dire tel commerce est bienvenu, tel commerce n'est pas bienvenu. Voilà. C'est un questionnement pour nous et nous allons donc simplement nous abstenir. D'accord. Donc le sens de cette délibération, et comme cela a été énoncé par M. Bénica, c'est que nous avons des locaux à destination commerciale qui sont inoccupés des fois depuis trop longtemps. Soit les propriétaires ne s'en occupent pas parce qu'ils habitent loin, soit ils mettent énormément de temps à faire les travaux qui permettraient de louer à nouveau pour une activité commerciale, et on se rend compte dans certains noyaux villageois, malheureusement cette activité manque à la vie du quotidien pour l'ensemble des habitants. Bien entendu, nous autorisons le droit d'instituer cette taxe, mais nous ferons du cas par cas, c'est-à-dire que quand le propriétaire naturellement est de bonne foi, il est hors de question de lui octroyer une quelconque taxe supplémentaire, mais quand, face à nos multiples relances, à nos demandes, il n'opère pas l'ouverture de son activité commerciale ou il loue pas son commerce pour une activité qui correspondrait à ce que nous souhaitons pour chacun de nos noyaux villageois, ça nous permet d'avoir une arme supplémentaire pour essayer de l'inciter à ouvrir un maximum de surface commerciale au bénéfice des habitants de chacun de nos noyaux villageois. Ça concerne aussi bien le village que la Punche, un peu moins le logis neuf, mais ça pourrait aussi être le cas. Et donc nous tenons à ce que nos commerces soient ouverts dans la mesure du possible et qu'ils rendent des services à nos habitants. Je vais soumettre à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie et nous avons bien noté votre abstention. Nous passons à la délibération 132 qui concerne une autorisation de procéder à la vente d'une tribune. Ce sont les anciens gradins du Ballet de l'Europe qui étaient stockés au sein de l'usine électrique. Et je laisse le soin à M. Jean Tomaselli de nous faire la présentation du rapport. Oui, effectivement, dans la commune est propriétaire d'une tribune de 216 places stockées au sein de l'ancienne usine électrique. Dans le cadre d'une politique de réemploi des matériels inutilisés, il est envisagé donc de vendre cette tribune. Cette vente se ferait aux meilleures conditions financières via le site de vente d'enchères publiques Agorastore. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser cette vente. Merci beaucoup. J'en profite pour mettre en valeur le travail qui est fait aussi par les services pour procéder à ces ventes de certains matériels que possède la commune et dont nous n'avons plus l'utilité. C'est le cas notamment pour ces anciens gradins qui servaient en leur temps au Ballet de l'Europe. Et donc tous les citoyens peuvent se rendre sur le site agorastore.fr pour retrouver du matériel que vend la municipalité. Les résultats sur le plan financier pour la commune sont très intéressants. Par exemple, récemment, nous avons vendu 2 motos qui étaient plus utilisables par les services de police et qui ont été mis à prix 1 500 € et qui se sont vendus 3 300 et 3 700 €. Donc on voit que le gain
a été plus que doublé par rapport à ce que nous espérions initialement. De la même manière, on a vendu récemment un plancher de danse qui avait été mis à prix à 1 500 € et qui a été vendu à 6 360 €. Et donc voilà, je vous invite aux personnes qui seraient intéressées à se rendre sur le site. Il est accessible à tout le monde, agorastore.fr, qui permet donc d'acheter. En ce moment, au-delà de ces gradins, il y a en vente du mobilier informatique un peu ancien, mais qui peut être utile pour certaines personnes, ainsi que du mobilier d'école, parce que nous renouvellons très régulièrement les outils qui sont à disposition de nos élèves dans les classes. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais soumettre à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée et nous espérons retirer les bénéfices de cette vente le plus tôt possible. Nous passons au volet urbanisme avec la délibération numéro 133 qui concerne une demande d'aide de soutien financier de la part du département dans le cadre du dispositif pour l'embellissement des façades et paysages de Provence. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, vous avez l'habitude de ce type de délibération. Il s'agit d'accorder des subventions, une subvention aux particuliers pour la rénovation des façades. Petite particularité concernant ce dossier, cette délibération, il ne s'agit que, pour cette fois, nous avons été saisis d'une seule demande. Il s'agit d'une grande maison bourgeoise qui a été édifiée à la fin du 19e et abrita longtemps un office notarial. Elle présente un grand intérêt architectural et ce dossier a été jugé complet et recevable par le comité technique convoqué le 15 juin 2022. Donc il vous est proposé d'attribuer la subvention à ce propriétaire pour un montant total de 107 183,58 € et de solliciter, je vous le rappelle, la participation financière du département qui est à hauteur de 70%, donc soit un montant de 75 029 au titre du dispositif. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc ça permettra effectivement de réhabiliter un bâtiment remarquable qui est au cœur de la commune. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Allez, il nous reste encore 4 délibérations avant la fin de ce conseil municipal. La délibération 134 concerne la cession d'une voie communale au profit du lotissement des Gonagues et c'est Patrick Sabatier qui nous présente le rapport. Alors, chers collègues, il s'agit tout simplement d'une régularisation, puisqu'il y avait l'ancien chemin des Gonagues qui partait de l'avenue Montsabert et qui rejoignait l'avenue Salvatore Allende, que maintenant, sur cette ancienne emprise de chemin, figure l'école et un lotissement. Donc il est proposé au conseil municipal d'intégrer à l'actif immobilisé de la commune d'Allot les parcelles cadastrées 411 et 266 de 278 mètres carrés de surface arpentée au prix de 56 000 € conformément à l'estimation de la division des missions domaniales de la direction régionale des finances publiques. Il est également proposé de céder une portion de l'ancien chemin des Gonagues d'une superficie totale de 456 mètres carrés, correspondant à la partie désignée en jaune sur le plan qui est annexé. Je vous invite à le consulter. Parcelles filles cadastrées 411 et 266, donc je le répète, au prix de 56 000 €. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération 135 qui concerne une convention d'intervention foncière sur le site des embus. Et c'est l'avenant numéro 2 qui nous est présenté par Patrick Sabatier. Donc, chers collègues, par délibération du mois de mai 2022, le conseil municipal a approuvé l'acquisition des parcelles 181, 184, 186, 187 au prix de 1 370 000 €, soit 1 554 000 € TTC, pour la réalisation de groupes scolaires et d'un centre aéré sur le site des embus. La convention d'intervention foncière sur ce site arrive à son terme.
Donc je vous rappelle que sur ce site, il y a une opération d'aménagement global. Donc afin de poursuivre le but, c'est-à-dire l'aménagement du groupe scolaire et tout ce qui va autour, dans la convention initiale, bon, je reprends, je vous prie de bien vouloir m'excuser, afin de poursuivre les objectifs fixés dans la convention initiale d'intervention foncière et de permettre l'aménagement de ce secteur, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 2 de la dite convention, permettant de prolonger son délai de validité jusqu'au 31 décembre 2025. Merci beaucoup, Patrick. On ne va pas te reprocher, il commence à faire très chaud ici au logis neuf. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, l'avant-dernière, qui concerne une convention de servitude avec Enedis pour la passage de ligne électrique sur le lieu dit Saint-Roch, qui concernera le prochain pôle culturel de l'usine électrique. Patrick Sabatier, nous t'écoutons. Alors, je suis particulièrement heureux de présenter cette délibération parce qu'elle va faire très plaisir à ma collègue Jacqueline Fabre, puisque ça va permettre d'alimenter en électricité cette fameuse médiathèque. Donc Enedis sollicite la commune pour l'instauration d'une servitude en tréfonds pour la réalisation sur la parcelle précitée de 2 canalisations, parcelle 14, 6 avenue du Général de Gaulle. C'est sur une longueur totale d'environ 58 mètres pour améliorer la qualité de desserte et l'alimentation du réseau électrique de distribution publique pour accueillir la médiathèque. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le projet de convention de servitude avec Enedis et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la présente convention. Merci Patrick Sabatier. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Dernière délibération de ce conseil municipal, une demande de formuler à la métropole Aix-Marseille-Provence afin d'engager un PUP, c'est-à-dire un projet urbain partenarial, et autorisation à ce que je puisse signer la convention de ce PUB dont M. Patrick Sabatier va vous rappeler les enjeux. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération me donne l'occasion d'effectuer un petit rappel de la procédure de modification du PLU, où en est ce PLU. Nous en sommes à la modification numéro 2. Je vous rappelle qu'au mois de mai dernier, nous avons voté un avis favorable pour la modification numéro 2. Il a été approuvé en délibération métropolitaine le 30 juin et il est donc applicable. Je vous rappelle que cette modification numéro 2 comportait principalement, et conformément à nos engagements, la modification des OAP. Ces OAP prévoyaient une production de logements totaux dans le PLU initial de près de 700 logements. 700 logements. Grâce à la modification et notre volonté de dédensifier au maximum, nous avons porté ce nombre de logements à un total de 240, soit près de 66% de réduction de logements. Je tenais à vous en faire part. Nous en sommes maintenant dans la modification numéro 3, dans la phase de la concertation. Modification numéro 3 qui sera approuvée en 2023. Je passe maintenant à la délibération proprement dite. Donc, le projet urbain partenarial, PUP, est un outil de financement des équipements publics et permet, par le biais d'une convention entre la commune, la métropole et une personne privée, de faire préfinancer des équipements publics. Ce PUP porte sur l'OAP de la Punche, afin de participer aux objectifs de production de logements, de structurer le quartier sur le boulevard Ange-Martin, d'apporter une amélioration sur la rétention des eaux pluviales. Ainsi, afin d'accompagner le développement de ce secteur, la métropole et la commune d'Allo souhaitent s'engager dans un PUP et signer avec la société Eiffage, qui est le promoteur de l'opération, une convention permettant de définir ce périmètre.
les engagements financiers des parties et les diverses modalités d'exécution de la convention et de mise en œuvre de ce PUP. Le coût total s'élève à 1 902 500 € hors taxes, foncier compris. La société Eiffage s'engage à verser à la collectivité la fraction du coût des équipements publics correspondant à la satisfaction des besoins. Ça a été calculé au prorata de la surface de plancher réalisée, soit 171 € par mètre carré de surface de plancher pour un montant total d'1 061 500 € hors taxes. Il est donc proposé d'approuver le projet de convention de PUP de la Punch et ses annexes 1 à 3, comportant le périmètre d'étude, le plan de l'assiette foncière, cédé en apport foncier et l'OAP précité, et de demander à la métropole compétente d'engager la procédure PUP. Merci beaucoup Patrick. Donc on rappelle effectivement Eiffage à ses engagements financiers et nous le matérialisons, nous le contractualisons à travers ce PUP, voilà, qui est une procédure qui nous permet de se faire financer des équipements publics par des promoteurs. Et donc ça participera notamment au financement de l'école des embus dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous savez que nous avons remis en cause un grand nombre de projets immobiliers tels qu'ils avaient été inscrits dans le PLUI qui avait été entériné en décembre 2019 avant notre prise de responsabilité. Nous continuons à faire ce travail. Le projet de la Pouche est un des rares qui verra le jour parce qu'il était trop engagé, mais nous remettons en cause les 5 autres grands projets qui avaient été inscrits dans le cadre du PLUI. Et donc nous essayons, dans ce cadre-là, d'optimiser ce que nous pouvons récupérer de la part de cet aménageur. Et donc c'est tout l'objet de ce PUP qui nous permettra donc de récupérer plus d'1 million d'euros de la part du groupe. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous étions donc, comme vous le savez, dans la cour de l'école du groupe scolaire du Logis Neuf ce matin. Et avant de conclure cette matinée d'échange et de débat, je remercie à nouveau les pompiers d'Allo, du centre de secours, avec le lieutenant Éric Maréchal, qui a témoigné en ouverture de ce conseil municipal, en rappelant les mesures de principe de précaution pour préserver au mieux nos espaces naturels et limiter les risques d'incendie durant l'été. Ce soir, donc ce samedi, Michel Jonas se produit au Théâtre de Nature. Il reste encore quelques places que vous pouvez acheter pour assister à ce spectacle merveilleux au Théâtre de Nature. Nous aurons donc la fête nationale le 14 juillet prochain, sans feu d'artifice comme vous l'avez noté, pour limiter les risques d'incendie comme cela vous a été expliqué en ouverture, mais avec un grand marché nocturne dès 18h et un bal populaire à 21h30. Et il reste aussi 2 événements culturels où des places restent à acheter durant le mois de juillet. Le samedi 16 juillet, avec un jazz band qui va refaire vivre toutes les grandes voix de la chanson française et des grands chanteurs internationaux, Frank Sinatra, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Eddie Mitchell. N'hésitez pas à acheter vos places, il en reste quelques-unes à la vente. Et nous aurons aussi le 22 juillet le spectacle des Fourberies de Scapin, la fameuse pièce L'incontournable de Molière dont nous célébrons les 400 ans de sa naissance cette année. Là aussi, rendez-vous sur le site billetterie.allo.com ou allez récupérer vos places à la Maison du Tourisme. Ensuite, vous vivrez les fêtes de la Saint-Laurent à la mi-août, ici même, au Logis Neuf. N'hésitez pas à participer à nos traditions avec le groupe Saint-Éloi du Logis Neuf et toutes les parties prenantes à cette grande festivité. Et vous aurez aussi, à la fin du mois d'août, un grand marché nocturne le 26 août sur le thème de Marcel Pagnol dans le village, ainsi que la fête de la bière à consommer, bien entendu, avec modération pour les 40 ans du jumelage entre Allo et Waterstetten. Je vous souhaite à tous un bel été. Vous savez que les services municipaux restent mobilisés. Faites appel à nous si vous avez besoin. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. Merci pour votre mobilisation.